9h17 du matin, au-dessus du Pacifique, des bombardiers américains ouvrent leur soute à bombes à 20 000 pieds. 40 secondes plus tard, rien. Les destroyers japonais se contentent de virer et de poursuivre leur route. Le bombardement de précision a échoué. Alors, un général pose une question interdite. Et si on mettait un canon de char sur un avion ? À 9h17 du matin, les portes des soutes à bombes se refermèrent et les équipages américains se penchèrent en avant sur leurs sièges, comptant les secondes. 40. C'est le temps qu'il faut à une bombe pour tomber de 25 000 pieds. 40 secondes d'espoir, 40 secondes de foi dans les manuels de mathématiques, dans la promesse de la puissance aérienne moderne. En dessous d'eux, des destroyers japonais fendèrent la mer des Salomon en formation parfaite. De l'acier gris tranchant l'eau bleue. Les viseurs Norden disaient « ça devrait marcher ». Les calculs étaient impeccables. La dérive due au vent corrigée, les leviers de largage actionnés, puis l'océan entra en éruption, non pas dans le feu, mais en inoffensif panache blanc. Chaque bombe manque à sa cible, non pas de quelques centimètres, mais de centaines de mètres. Les destroyers ne se dispersèrent pas, ils ne paniquèrent pas. Leurs capitaines se contentèrent de regarder, ordonnèrent un virage calme et poursuivirent leur route sans une égratignure. Cela se reproduisit encore et encore, jour après jour. Des millions de dollars, en bombes, en carburant et en avions, s'écrasèrent inutilement dans le Pacifique, tandis que le Tokyo Express acheminait des ravitaillements directement vers les lignes de front. L'avenir de la guerre que l'armée avait promis, c'était le bombardement de précision. Ici, cet avenir était un mensonge. La vérité était brutale, et elle n'avait rien à voir avec le courage ou l'habileté. C'était de la physique. Une bombe larguée depuis une haute altitude, mais près d'une minute entière pour atteindre la mer. En une minute, un destroyer filant à 30 nœuds peut changer de position d'un demi-mille. Les capitaines japonais le savaient. Ils regardaient les bombardiers américains prendre de l'altitude, voyaient les soutes s'ouvrir et attendaient simplement. Quand les bombes tombaient, ils viraient, proprement, sans effort, presque avec ennui. Ce qui était censé être impossible se produisait chaque jour. Les forces aériennes de l'armée américaine avaient bâti toute une doctrine sur l'idée que l'altitude signifiait sécurité et précision. Mais au-dessus du Pacifique Sud-Ouest, cette doctrine se vidait de son sang. Les équipages rentraient épuisés et les mains vides. Les équipes de maintenance récupéraient des pièces détachées sur les épaves. Le moral sombrait à chaque attaque manquée. Pendant ce temps, les destroyers japonais parcouraient le détroit comme s'il leur appartenait, déchargeant hommes, canons et munitions sans la moindre égratignure sur leur coque. C'était le cauchemar qui attendait sur le bureau d'un nouveau commandant lorsqu'il arriva sur le théâtre des opérations. Le général de division George Kenney n'avait pas l'air d'un homme qui vénérait les manuels. Il était petit, direct et agressif, davantage contremaître d'atelier que général distingué. Quand il lut les rapports des raids à haute altitude, il ne les discuta pas, il les jeta à la poubelle. Kenney comprit le problème instantanément. Essayer de toucher un navire de guerre depuis 20 à 1000 pieds, c'était comme laisser tomber une bille du haut d'un gratte-ciel dans une tasse de café traînée par un chat en plein sprint. L'ennemi n'était pas courageux, il était simplement plus rapide que la gravité. Si la puissance aérienne devait compter dans cette guerre, elle ne pouvait pas rester dans les nuages, elle devait descendre dans les embruns, dans la DCA, droit devant les canons. Et une fois que Kenney eut tiré cette conclusion, la guerre dans le Pacifique était sur le point de prendre un tournant très dangereux. Descendre plus bas, c'était facile à dire. Y survivre, c'était une autre affaire. À hauteur de mât, les mitrailleuses étaient inutiles. Les balles de calibre de fusil ricochaient sur les coques des destroyers, comme du gravier sur du blindage. Kenney n'avait pas besoin de bruit, il avait besoin de choc. Il avait besoin de quelque chose capable de déchirer une salle des chaudières, de fracasser une passerelle et d'arrêter un navire. C'est alors que ses yeux se posèrent sur l'impossible. Sur les aires de stationnement des aérodromes et dans des dépôts poussiéreux se trouvait le canon de campagne de 75 mm de l'armée, une brute née pendant la Première Guerre mondiale, conçue pour éventrer des bunkers et percer des chars. Il tirait un obus de 7 kg avec assez de force pour détruire le béton et l'acier. Au sol, il était boulonné à la terre.
Dans les chars, 30 tonnes de blindage absorbaient son recul. Dans un avion, il n'avait rien à y faire. Kenny s'en moquait. Il regarda le B-25 Mitchell, un bombardier moyen robuste et surconçu, et n'y vit pas un bombardier, mais un système de livraison. L'idée était de la pure folie, arracher le nez vitré, fourrer un canon de char à l'avant d'un bimoteur et le lancer droit sur un navire de guerre. Le poids seul était un cauchemar, le recul était pire. Quand les ingénieurs firent les calculs, les résultats hurlèrent au rouge. Ils avertirent que le souffle cisaillerait les rivets, ferait voler en éclats le vitrage du cockpit, calerait l'avion, voire arracherait le nez tout entier. Ils l'appelèrent un cercueil volant. Kenny l'appela une nécessité. Pendant que les ingénieurs parlaient sans pile de limites de contraintes, les destroyers japonais débarquaient au bout des troupes. Pendant que les règles à calcul débattaient de physique, des hommes mouraient dans la jungle. Kenny ne demandait pas la permission. Il rendait un verdict. Les manuels partirent à la poubelle. Il ordonna que le nez soit reconstruit en acier, que le cockpit soit réaménagé et qu'un homme soit ajouté dont le seul travail serait de charger à la main des obus d'artillerie en plein vol. C'était un pari contre la physique, contre la doctrine, contre le bon sens. Et tous ceux qui étaient impliqués savaient que lorsque la détente serait enfin pressée, c'est l'avion ou la guerre qui craquerait en premier. Les ingénieurs ne discutèrent plus, ils avertirent. Ils documentèrent, ils prédirent le désastre dans des pages proprement dactylographiées, remplies de mots comme défaillance catastrophique et effondrement structurel. Puis ils furent désavoués. Les ordres tombèrent et l'impossible devint obligatoire. Un prototype serait construit, non pas parce que quiconque y croyait, mais parce que la guerre l'exigeait. Sur les sols d'usines et dans des hangars étouffants du Pacifique, le B-25 fut mutilé. L'élégant nez vitré, autrefois le domaine du bombardier et de ses optiques de précision, fut scié comme un membre. À sa place vint de l'acier brut, boulonné et soudé à la force brute. À l'intérieur de ce museau d'acier, les équipes installèrent de le massif canon de 75 mm. Il était si grand que le pilote pouvait presque toucher la culasse depuis son siège. Il n'y avait aucune automatisation, aucune élégance, juste du métal, de l'hydraulique et de la violence en attente d'être déchaînée. L'équilibre de l'appareil fut ruiné instantanément. Le nez s'affaissait vers le sol comme un animal blessé. Pour y remédier, les mécaniciens ne consultèrent pas de table aérodynamique. Ils boulonnèrent du plomb brut dans la queue jusqu'à ce que l'avion soit de nouveau à niveau. C'était laid, lourd, contraire à toutes les règles du vol. Les pilotes d'essai rapportèrent qu'il se maniait comme un camion-benne, avec des ailes. Le bombardier élégant avait disparu. Ce qui restait était tout autre chose, un bélier volant. À l'intérieur du cockpit, les changements étaient tout aussi radicaux. Le poste de navigateur fut arraché, le bombardier avait disparu. À leur place se tenait un nouveau membre d'équipage avec le travail le plus terrifiant des forces aériennes, le chargeur de canon. Il devait se tenir à quelques centimètres du canon, manipuler des obus de 7 kg dans les turbulences, les enfoncer à la main et se préparer à un recul qui ressemblait à un accident de voiture. Une seule erreur signifiait la mort. Les rumeurs se répandirent vite. Les pilotes plaisantaient en disant que l'avion volerait en arrière quand il tirerait. Ils l'appelèrent l'artillerie volante. Sous les rires se cachait la peur. Personne ne savait ce qui se passerait quand cette détente serait pressée pour la première fois. L'aile tiendrait-elle? Le moteur calerait-il? Ou l'appareil se désintégrerait-il simplement en plein vol? Il n'y avait plus de place pour la théorie. L'étape suivante n'était pas une réunion, c'était un décollage. Et une fois que ce canon aurait tiré, il n'y aurait plus moyen de revenir en arrière. Le vol d'essai fut un confessionnal pour tous ceux qui étaient impliqués. Il n'y aurait plus d'excuses une fois les rouges quittant la piste. Le B-25 modifié s'ébranla lourdement, les moteurs forçant, utilisant presque chaque mètre d'asphalte avant de s'arracher péniblement dans l'air humide. Il monta lentement, douloureusement, comme s'il ne voulait pas voler du tout. Chaque vibration semblait anormale, chaque grincement de métal sonnait comme un avertissement. La cible était un récif corallien isolé au large de la côte, choisi parce que personne ne mourrait si l'avion se disloquait.
À l'intérieur du cockpit, la tension était suffocante. La sueur coulait dans les dos malgré le courant d'air. Le nouveau membre d'équipage dans le nez, le chargeur de canon, agrippait un obus de 7 kilos comme un haltérophile avant un soulevé de terre. Pas de refouloir motorisé, pas de filet de sécurité, juste les muscles et le timing. Il enfonça la munition dans la culasse, la referma d'un coup et hurla par-dessus les moteurs. Canon prêt. Le pilote aligna le nez en utilisant un viseur en fer rudimentaire boulonné au tableau de bord. Pas de viseur de bombardement, pas d'ordinateur, juste l'instinct. Il stabilisa ses mains et pressa la détente. L'avion ne fit pas que tirer. Il s'arrêta. Pendant une fraction de seconde, le mouvement vers l'avant sembla stopper, comme si le B-25 avait percuté un mur invisible. Le recul martela toute la cellule avec la violence d'une collision. Les rivets hurlèrent, le cockpit se remplit d'une fumée blanche suffocante et de l'odeur âcre de la poudre brûlée. Les dents s'entrechoquèrent. La vision disparut, puis la fumée se dissipa. Les ailes étaient toujours là. Les moteurs tournaient toujours, le manche répondait toujours. Et en dessous d'eux, le récif explosa, l'eau et le corail pulvérisé jaillissant exactement là où le nez avait été pointé. La physique n'avait pas gagné, la peur n'avait pas gagné. L'avion avait survécu. Au sol, mécaniciens et ingénieurs regardèrent dans un silence stupéfait. Les calculs avaient dit que cela ne pouvait pas marcher. Les rapports avaient promis le désastre. Mais la preuve était suspendue dans les airs, toujours en vol. L'impossible venait de devenir réel. Ce seul tir changea tout. Il prouva qu'un bombardier pouvait transporter de l'artillerie, que le recul pouvait être maîtrisé, que la doctrine pouvait être brisée. La question n'était plus « peut-il tirer ?» Désormais, une question bien plus dangereuse attendait sa réponse. Que se passe-t-il quand ce canon est pointé sur un navire de guerre vivant et tirant, qui a l'intention de vous tuer en premier ? Prouver qu'il pouvait tirer était la partie facile. Apprendre à combattre avec était tout autre chose. Du jour au lendemain, les règles du bombardement furent jetées par la fenêtre. Un bombardier était censé être stable, prévisible, une plateforme volante pour des explosifs en chute libre. Cette machine exigeait le contraire. Le canon était fixe vers l'avant, il ne pivotait pas, il ne pardonnait pas. Pour le viser, le pilote devait viser avec l'avion tout entier. Cela signifiait piquer droit sur la cible. Pas d'esquive, pas de correction de dernière seconde, juste une longue approche terrifiante directement dans les canons ennemis. Les pilotes appelaient cela le pointage en ligne de mire, mais cela ressemblait davantage à un jeu de poulet joué à 320 km à l'heure. Sur le papier, le 75 mm pouvait porter à des milliers de mètres. En réalité, personne ne lui faisait confiance au-delà de 1000. Pour garantir un coup au but, il fallait s'approcher assez pour voir les détails. Rambarde, bouclier de canon, visage. L'entraînement était implacable. Les équipages attaquaient de vieilles épaves et des coques abandonnées, apprenant le rythme brutal de la passe. Piquer, stabiliser, tirer, absorber le recul, se rétablir, recharger, tirer à nouveau. Si le chargeur était rapide et ne perdait pas connaissance, à cause des forces G, peut-être 3 coups par passe. Ce n'était pas une mitrailleuse, c'était un fusil de précision avec des ailes. Raté, et il fallait revenir en cercle, exposant son ventre à tous les canons du navire. À l'intérieur du cockpit, le travail d'équipe devint une question de survie. Le pilote volait et visait. Le copilote gérait les moteurs et annonçait la distance. Le chargeur travaillait comme un piston, obus, levé, culasse, ouverte, enfoncée, verrouillée, se cramponner, charger, tirer, les douilles en laiton s'empilaient sur le plancher, roulant sous les pieds à chaque manœuvre, tintant comme du verre brisé. Les mains se couvrirent d'ampoules, les muscles hurlaient, la peur était constante. Les premières vraies cibles ne furent pas des destroyers. Ce furent des barges, de petits bateaux de ravitaillement rampant le long des côtes à l'aube. Et les résultats furent immédiats et stupéfiants. Les bombes perçaient souvent des trous nets à travers le bois sans exploser. Le 75 mm ne perçait pas de trous. Il effaçait les navires. Un seul impact transformait une barge en éclats de bois, en carburant et en feu. Les équipages rentraient les yeux écarquillés, silencieux, réalisant ce qu'ils venaient de déchaîner. Les plaisanteries cessèrent.
Le scepticisme s'évanouit. La soi-disant boîte à suicide avait des crocs. Et tandis que des noms étaient peints sur les nez en acier et que d'autres canons étaient boulonnés en place, tout le monde comprit la vérité. Cette arme n'était pas un gadget, c'était un chasseur. Et bientôt, elle serait pointée sur quelque chose capable de riposter. La véritable épreuve arriva avec le Tokyo Express. Les destroyers japonais, rapides, disciplinés et arrogants, continuaient d'acheminer troupes et ravitaillements dans le détroit comme si rien ne pouvait les atteindre. Ce n'était pas des barges, un destroyer, c'était 90 mètres d'acier, trempé, hérissé de canons anti-aériens et servi par des hommes qui avaient passé des mois à abattre des avions. Pour eux, un bombardier moyen à basse altitude était un cadeau, gros, lent, mort. Fin 1942, le commandement japonais assembla un convoi majeur pour renforcer la Nouvelle-Guinée. Des transports rapides, des escortes aguerries, une confiance frisant le mépris. Ils croyaient que la vitesse les sauverait et que l'altitude les protégerait. Ils ne savaient même pas que les règles avaient changé. À l'aube, sous des nuages bas rasant les flots, les B-25 modifiés roulèrent sur la piste, lourds de carburant et d'obus d'artillerie. Les radios étaient silencieuses. Les plaisanteries avaient disparu. Chaque équipage savait ce qui les attendait. Si les ingénieurs avaient eu raison, un seul coup direct du canon principal d'un destroyer transformerait leur avion en confetti. Si Kenny avait eu raison, ils étaient sur le point de chasser des navires de guerre. Quand les nuages se déchirèrent, le convoi apparut, des coques grises fendant des sillages blancs sur l'eau sombre. Les Japonais les repérèrent immédiatement, des éclats noirs de DCA explosèrent dans le ciel. La procédure standard suivit. Virer de bord, présenter le flanc, mettre chaque canon en batterie. Mais les bombardiers ne prirent pas d'altitude. Ils n'ouvrirent pas leurs soutes. Ils poussèrent tôt les manches, des massages en avant, et descendirent à 15 mètres au-dessus des vagues, les hélices soulevant des embruns, les moteurs hurlant. Depuis la passerelle du destroyer de tête, l'approche semblait familière. Des avions à basse altitude signifiaient des torpilles. Le capitaine ordonna au navire de virer face à l'attaque, réduisant la cible. C'était la défense classique. Puis la confusion s'installa. L'avion américain ne largua rien. Il ne se cabra pas. Il n'esquiva pas. Il fonça droit devant, nez baissé, chargeant de front comme s'il voulait entrer en collision. Des traçantes jaillirent, crépitant autour du cockpit. L'air se remplit de fumée et d'acier. À l'intérieur du B-25, le monde se réduisit à un cercle de visée et à des mains blanches crispées sur les commandes. Le pilote ne pouvait pas broncher. Pour viser le canon, il devait rester stable. Il était le système de guidage. Les mitrailleuses ouvrirent le feu en premier, un rideau de feu brutal qui balaya la proue et la passerelle, fracassant les vitres et forçant les artilleurs à se baisser. La DCA faiblit. C'était l'ouverture. À courte portée, dangereusement courte, le chargeur tapota l'épaule du pilote. L'obus était armé. Le pilote fit un dernier micro-ajustement et pressa la détente. L'avion fut projeté en arrière contre sa propre inertie. La fumée envahit le cockpit, puis l'obus frappa, perçant l'acier, explosant au cœur du navire. Le destroyer tressaillit, blessé et en flammes. Pour la première fois dans le Pacifique, un navire de guerre avait été éventré par un avion tirant de l'artillerie. Et tous ceux qui étaient dans le ciel savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le premier coup ne tua pas le destroyer, mais il brisa le charme. La fumée s'échappait de la proue, noire et furieuse, et le sillage blanc parfait du navire vacilla. Quoique l'obus ait trouvé à l'intérieur, chaudière, conduite de vapeur, gaine électrique, il avait mordu profond. Le prédateur saignait, et à la guerre, c'est tout ce qu'il faut. Le B-25 passa en hurlant au-dessus, si bas que le mitrailleur arrière pouvait voir les marins se disperser sur le pont en dessous. Tandis que le pilote tirait l'appareil dans un virage serré, la gravité doubla à l'intérieur du fuselage. C'était le moment le plus dangereux. Le chargeur de canon luttait contre les forces G, ses bottes glissant sur le plancher métallique vibrant tandis qu'il traînait un autre obus de 7 kilos depuis le râtelier. Les muscles brûlaient, la vision se rétrécissait. Il enfonça la munition dans la culasse, la verrouilla et hurla dans l'interphone.
Le canon était de nouveau prêt, le pilote vira de nouveau vers la cible, le destroyer ne manœuvrait plus, il boitait, gitant légèrement, les flammes léchant l'acier tordu. Le tir anti-aérien reprit, mais il était désordonné maintenant. La peur avait remplacé la discipline. Les chasseurs étaient devenus autre chose dans l'esprit des marins. Ce n'était plus un avion, c'était un animal chargeant. La deuxième passe fut délibérée. Le pilote visa la poupe, là où résidait la vitesse. Une fois encore, les mitrailleuses ratissèrent le pont, clouant les équipages derrière leurs boucliers. Une fois encore, le canon tira. Le recul secoua la cellule comme un coup de poing, l'obus frappa près des râteliers de grenades sous-marines et le monde détonna. Une explosion secondaire déchira la section arrière dans une boule de feu roulante. Des débris s'élevèrent en arc dans les airs. L'eau elle-même ondula vers l'extérieur en un anneau sombre et grandissant. Quand la fumée se dissipa, le sillage du destroyer avait disparu. Les hélices s'étaient arrêtées. Le navire gisait paralysé, mort sur l'eau. Ce fut le signal. Le reste de l'escadron fondit, changeant d'armement. Des bombes ricochèrent sur la mer comme des galets plats, percutant la coque et explosant contre l'acier. Le destroyer gémit tandis que les plaques se déformaient et que l'eau s'engouffrait. Un navire de guerre qui avait régné sur ses eaux pendant 1 an fut battu à mort en quelques minutes. Pas par un cuirassé, pas par un sous-marin, mais par des bombardiers modifiés volant à hauteur des vagues. Tandis que les B-25 s'éloignaient, les communications radio explosèrent. Cris, rires, incrédulité, l'adrénaline se déversant avec les mots. Mais en dessous se trouvait quelque chose de plus lourd, une prise de conscience qui s'installait. L'équation de la guerre navale venait d'être fracassée. La vitesse ne suffisait plus. L'ADCA n'était plus un bouclier. Si un avion pouvait transporter un canon de char et survivre assez longtemps pour l'utiliser, alors l'océan était devenu un terrain de mort. Et la marine japonaise venait d'apprendre cette leçon de la manière la plus dure. Quand les B-25 virèrent vers la base, ils n'avaient pas l'air de vainqueurs. Ils avaient à l'air meurtris, calcinés, à peine en un seul morceau. La suie zébrée les nez en acier. La peinture cloquait sous l'effet des déflagrations. À l'intérieur des cockpits, des douilles en laiton brûlantes roulaient pattes sur le plancher à chaque virage, tintant comme du verre brisé. Les mains tremblaient, les oreilles bourdonnaient, les combinaisons de vol étaient trempées de sueur. Ce n'étaient pas des hommes en célébrant une victoire propre. C'étaient des hommes redescendant d'une collision avec la mort, d'un face-à-face avec la réalité. Mais la vérité les attendait sur la piste. Quand les roues claquèrent sur la bande de Port Moresby et que les moteurs ralentirent, quelque chose se propagea parmi les équipages plus vite que n'importe quel ordre, l'incrédulité se muant en certitude. Ils n'avaient pas seulement survécu, ils avaient changé les règles. Dans la salle de débriefing, la preuve s'anima à l'écran. Des images granuleuses de caméras embarquées montraient l'impossible. Un avion tirant des obus d'artillerie, frappant l'acier, des explosions jaillissant de l'intérieur de la coque d'un destroyer. Il n'y avait plus à discuter, plus de théories à débattre. Le navire n'avait pas été endommagé, il avait été tué. Le général Kenny regarda en silence, puis il sourit. Le sourire serré et satisfait d'un homme qui avait joué sa carrière, ses pilotes et la guerre elle-même, sur une idée que tous les autres avaient qualifiée de folie. Il ordonna que les photos soient envoyées d'urgence aux États-Unis. Il voulait que chaque ingénieur qui l'avait mis en garde contre les ailes arrachées et les moteurs calés voie la vérité gravée sur la pellicule. L'avion avait tenu, la physique avait plié et la marine japonaise en avait payé le prix. Ce qui suivit fut immédiat et irréversible. Les usines cessèrent d'hésiter et commencèrent à produire. Le B-25G entra en production, suivi de versions encore plus lourdement armées. Du blindage fut ajouté, les canons se multiplièrent. Le Mitchell cessa de prétendre être aérodynamique et embrassa ce qu'il était devenu. Un bagarreur de rue du ciel. Sur l'eau, l'effet fut tout aussi spectaculaire. Les capitaines japonais ne naviguaient plus avec assurance en plein jour. Les convois longèrent les côtes, se cachaient dans le mauvais temps, filaient de nuit. Le Tokyo Express, symbole de la vitesse intouchable, avait perdu son aplomb. Les chasseurs étaient désormais chassés. L'air du navire de surface invincible se fissurait. Et elle ne se fissurait pas sous l'effet d'une théorie élégante ou de calcul parfait. Elle se brisait sous la force brute,
la basse altitude et le son d'un canon tirant depuis un avion qui n'aurait jamais dû exister. Le règne du canon fut violent et bref. Alors que 1943 basculait dans 1944, la guerre s'accéléra et la technologie commença à rattraper le désespoir. Le canon de 75 mm avait sauvé la campagne quand rien d'autre ne marchait, mais il exigeait la perfection. Les pilotes avaient besoin de nerfs d'acier. Les chargeurs avaient besoin d'une force brute. Une passe manquée signifiait c'est revenir en cercle à travers la DCA. C'était brut, humain, impitoyable. Puis vinrent les roquettes aériennes à haute vélocité, plus légers, plus propres, plus faciles. Un pilote pouvait lâcher une salve complète d'une simple pression. Pas de recul martelant la cellule, pas d'homme luttant avec des obus à quelques centimètres d'une explosion, la puissance de feu multipliée, le risque réduit. L'élégance brutale du canon céda la place à l'efficacité. Les derniers B-25 perdirent le gros canon, le remplaçant par des nez pleins, bourrés de mitrailleuses, des scies volantes qui déchiquetaient les cibles par le volume plutôt que par un seul coup fatal. Les équipages regrettaient le monstre. Ils regrettaient ce moment où l'avion semblait s'arrêter en plein vol, où l'on sentait le tir jusque dans les os. Mais les guerres ne récompensent pas la nostalgie, elles récompensent quand ce qui fonctionne. Le canon avait fait son travail. Il avait comblé un fossé entre l'échec et la domination suffisamment longtemps pour que la génération suivante d'armes arrive. Quand la guerre prit fin, les canonnières volantes s'effacèrent discrètement. Les canons furent déboulonnés, les cellules mises à la ferraille ou vendues. Les pilotes rentrèrent moto chez eux et enfouirent des séjours dans le silence. L'histoire se réduisit à une note de bas de page, une improvisation insensée née d'une époque désespérée. Mais les idées ne meurent pas si facilement, elles attendent. 20 ans plus tard, dans une autre guerre de jungle, le concept revint. De vieux avions de transport tournaient autour des cibles en déversant le feu depuis le ciel. Puis vint le descendant ultime, une canonnière volante massive transportant des canons et des obusiers, orbitant comme un prédateur, déversant une destruction de précision en contrebas. Chaque tir faisait écho au même défi lancé à la physique, prouvé pour la première fois au-dessus du Pacifique. Les ingénieurs avaient dit que c'était impossible. Les manuels avaient qualifié cela de suicide. Mais l'histoire n'est pas écrite par la prudence. Elle est écrite par des gens qui regardent des problèmes impossibles et choisissent la violence, l'ingéniosité et le cran. Un jour, un général jeta le règlement par la fenêtre. Un jour, un pilote visa avec un avion comme avec un fusil. Et un jour, un bombardier devint un cuirassé suffisamment longtemps pour changer une guerre. L'histoire aurait dû s'arrêter là, avec de la ferraille, des canons excédentaires et des cellules oubliées. La plupart des gens supposent que c'est ainsi que meurent tôt les innovations de guerre, utilisées une fois, classées, remplacées par quelque chose de plus propre, de plus intelligent, de plus moderne. Mais cette idée refusa de rester enterrée, car ce que les canonnières B-25 avaient prouvé, ce n'était pas seulement qu'un canon pouvait voler, elles avaient prouvé quelque chose de bien plus dangereux, que la puissance aérienne n'avait pas besoin d'élégance pour dominer, elle avait besoin de persistance. Le bombardier avec un canon de char avait brisé une règle que tout le monde croyait permanente. Et une fois qu'une règle est brisée, elle ne revient jamais vraiment. Des années plus tard, de nouvelles guerres tirèrent de vieilles leçons d'archives poussiéreuses. En Asie du Sud-Est, les forces américaines firent face à un problème familier. Des ennemis cachés dans la jungle se déplaçant la nuit, immunisés contre les jets rapides hurlant au-dessus de leur tête. La précision seule ne suffisait pas, la vitesse ne suffisait pas. Ce qu'il fallait, c'était une présence, une pression, une arme capable de rester et de continuer à tirer. Alors l'idée revint, plus vieille, plus lourde, plus méchante. Des avions de transport furent transformés en tueurs orbitaux, des canons montés latéralement, des équipages tournant autour des cibles pendant des heures, déversant une destruction contrôlée dans l'obscurité. Le concept avait mûri, mais son âme était inchangée. La lignée était indéniable. Chaque obus tiré était un écho de ce premier tir insensé depuis le nez d'un B-25 au-dessus du Pacifique. Les canonnières volantes d'aujourd'hui transportent des armes dont le général Kenny ne pouvait que rêver.
des canons plus gros que son canon de campagne, des munitions guidées, des capteurs qui voient à travers la nuit et les intempéries. Mais si l'on retire la technologie, la philosophie reste d'une simplicité brutale. S'approcher, frapper fort, ne pas lâcher prise. Les ingénieurs avaient dit un jour que le recul arracherait les ailes. Ils avaient tort, les ailes tinrent bon. Ce qui se brisa à la place, ce fut la certitude, la croyance que la guerre devait suivre des équations nettes et des conceptions parfaites. Les hommes qui pilotèrent ces premières canonnières volantes prouvèrent que l'innovation ne naît pas du confort. Elle naît des impasses, du désespoir, de gens prêts à piloter quelque chose qui ne devrait pas exister parce que l'alternative, c'est perdre. Nous racontons cette histoire parce qu'elle a failli disparaître. Parce que les dragons verts, les chargeurs suffocants dans la cordite, les pilotes chargeant des navires d'acier de front, rien de tout cela ne correspond au mythe propre du progrès technologique. C'était désordonné, dangereux, humain, et parce que parfois, l'histoire n'est pas changée par la solution la plus intelligente sur le papier. Parfois, elle est changée par celui qui est assez audacieux pour appuyer sur la gâchette quand même. L'histoire aime les lignes nettes, les chronologies, les listes à puces, mais le vrai changement est bruyant, improvisé, et sent généralement la fumée. L'artillerie volante ne s'est jamais intégrée proprement dans la doctrine, et c'est exactement pour cela qu'elle comptait. Pendant un bref moment violent, elle résolut un problème que personne d'autre ne pouvait résoudre. Elle n'a pas gagné la guerre à elle seule, mais elle a empêché la guerre d'être perdue quand les calculs disaient que la défaite était inévitable. Les hommes qui effectuèrent ces missions ne se considéraient pas comme des pionniers, ils essayaient simplement de survivre à la prochaine passe. Des années plus tard, beaucoup d'entre eux peinèrent à expliquer ce que l'on ressentait en visant avec un avion entier comme avec un fusil, en chargeant un navire de guerre d'acier de front, sachant qu'un seul coup chanceux pouvait les effacer du ciel. Il n'y eut pas de médaille pour avoir inventé une nouvelle façon de couler des navires, juste des souvenirs silencieux enfermés à clé. Au fil des décennies, l'histoire s'estompa. Les manuels parlaient de porte-avions, de sous-marins, de fusées. Les canonnières B-25 devinrent une note de bas de page, une expérience étrange d'une phase désespérée de la guerre. Mais les notes de bas de page comptent. C'est là que les règles sont brisées. C'est là que les guerres futures volent leurs meilleures idées. Chaque canonnière volante moderne a une dette envers ce moment où quelqu'un ignora le manuel et fit confiance au cran plutôt qu'aux chiffres. Quand les ingénieurs dirent non et que les pilotes dirent « Regardez-moi », quand un bombardier cessa d'être un système de livraison et devint une arme à part entière. Nous racontons cette histoire parce qu'elle nous rappelle que l'innovation n'est pas toujours propre. Elle n'arrive pas toujours avec des tampons d'approbation et des équations parfaites. Parfois, elle débarque soudée à la hâte dans un hangar brûlant, équilibré avec des barres de plomb et pilotée par des hommes qui savaient qu'elle pourrait les tuer. Le B-25 avec un canon n'était pas élégant. Il n'était pas efficace, mais il était honnête. Il allait à la rencontre de l'ennemi là où il se trouvait et le frappait avec tout ce qu'il avait. Et pendant une période cruciale de la guerre du Pacifique, cela suffisait. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas disparaître à nouveau. Aimez la vidéo, restez abonné et laissez un commentaire, parce que l'histoire ne survit que si quelqu'un est encore prêt à la raconter. Et c'est la partie que la plupart des gens manquent. Ce n'était pas une histoire sur un canon, ni même sur un avion. C'était une histoire sur un moment où la guerre exigeait une réponse. Maintenant, pas après une autre étude, pas après une autre révision. Un moment où l'échec saignait les hommes hors de la jungle et où attendre était plus dangereux que se tromper. La canonnière B-25 existait dans cet espace étroit entre le désespoir et l'invention. Elle n'est pas née d'une théorie parfaite, elle est née du refus. Le refus d'accepter que rien ne pouvait être fait, le refus de laisser les équations décider du résultat pendant que les navires naviguaient librement et que les hommes mouraient à terre. Le général Kenny n'a pas gagné parce qu'il était plus intelligent que les ingénieurs. Il a gagné parce qu'il était prêt à être blâmé, prêt à risquer le ridicule, des carrières et des vies sur une idée qui semblait insensée sur le papier, mais qui avait un sens brutal au combat. Et les équipages qui pilotèrent dans ces avions n'étaient pas des héros parce qu'ils étaient sans peur. Ils étaient des héros parce qu'ils montaient dans des cockpits en sachant que l'avion ne pardonnerait pas une seule erreur et ils volaient quand même. Cet état d'esprit résonne bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale.
Chaque fois qu'une règle est brisée dans la guerre, chaque fois que la doctrine est en retard sur la réalité, cette histoire se répète sous des formes différentes et dans des cieux différents. L'innovation ne naît pas du confort, elle naît des impasses. Quand l'ennemi a l'élan, quand les options sont épuisées, quand quelqu'un décide que les anciennes réponses ne sont plus acceptables, l'artillerie volante n'a pas duré éternellement, elle n'en avait pas besoin. Son travail était de combler un fossé, de gagner du temps, de défoncer une porte pour que la génération suivante d'armes puisse passer. Et elle a fait ce travail parfaitement. Alors, quand nous parlons des machines de la Seconde Guerre mondiale, nous ne devrions pas seulement demander ce pourquoi elles ont été conçues, nous devrions demander pourquoi elles ont été poussées au-delà de leurs limites, et qui a eu le cran de les pousser. Parce que l'histoire n'est pas façonnée par des machines parfaites. Elle est façonnée par des machines imparfaites, pilotées par des gens obstinés dans des moments où l'échec n'est plus une option. Et s'il y a une dernière vérité que cette histoire laisse derrière elle, c'est celle-ci. Les guerres ne tournent pas sur le génie seul. Elles tournent sur le cran, sur des gens prêts à regarder une machine, un règlement, une belle ligne de calcul et à décider que rien de tout cela ne compte autant qu'arrêter l'ennemi maintenant. Le B-25 avec un canon n'était pas de l'histoire élégante. C'était bruyant, violent et temporaire. Il n'existait que parce que le moment exigeait quelque chose d'assez téméraire pour fonctionner. Et une fois ce moment passé, il s'effaça, comme tant d'outils forgés dans la crise. Mais s'effacer ne veut pas dire échouer. Certaines idées ne sont pas faites pour durer éternellement. Elles sont faites pour frapper une fois assez fort pour changer la direction du combat. Pendant une brève fenêtre dans le Pacifique, les navires de surface cessèrent d'être intouchables. La vitesse cessa d'être une sécurité. La DCA cessa d'être une assurance. Quelque part entre les embruns des vagues et le souffle d'un obus de 75 mm, l'équilibre bascula. L'océan devint plus petit, plus mortel, plus honnête. Les hommes qui rendirent cela possible ne pensaient pas en termes d'héritage. Ils pensaient à la prochaine approche, au prochain rechargement, à la prochaine rafale de balles traçantes déchirant l'air devant la verrière du cockpit. Ils pensaient à rentrer chez eux. L'histoire vint plus tard, écrite discrètement, longtemps après que l'odeur de cordite se fut dissipée de leurs vêtements. C'est pourquoi des histoires comme celle-ci comptent. Non pas parce qu'elles célèbrent la destruction, mais parce qu'elles révèlent à quel point la certitude est fragile, à quel point souvent impossible n'est qu'un autre mot pour non tester, comment le progrès vient parfois non pas du raffinement, mais de la collision entre le désespoir et l'imagination. L'artillerie volante n'était jamais censée être confortable. Elle était censée mettre fin à un débat, et c'est ce qu'elle fit. Elle dit au monde que la puissance aérienne n'était pas finie, qu'elle évoluait, que la domination appartenait non pas au camp avec les théories les plus propres, mais à celui qui était prêt à s'adapter plus vite que la peur. Et une fois cette leçon apprise, elle ne disparut pas. Elle s'enfonça profondément dans la doctrine, dans la mémoire, dans la prochaine guerre qui attendait au-delà de l'horizon.